Des pays du monde entier ont investi des millions, voire des milliards d'euros, dans d'immenses projets de construction censés améliorer nos vies. Mais certains méga-projets auraient dû finir à la poubelle dès la phase de planification. Alors enfile ton casque de chantier et ton gilet fluo. On a des méga-projets et des méga-promesses et quelque chose d'un peu instable à te montrer. Allez, c'est parti pour découvrir les méga-projets les plus inutiles au monde. La route vers nulle part. Hawaï, c'est un endroit magnifique. Il y a des plages, des jupes en herbe, des soutiens-gorge en noix de coco, et cette horaire ultra coûteuse qui défigure le passage. L'autoroute H3. Bon, je sais ce que tu te dis. Une interstate à Hawaï, ça fait une sacrée autoroute. Eh bien, voilà le truc, elle ne relie aucun autre état. Le nom veut juste dire qu'elle a été financée par le gouvernement fédéral. Donc, au lieu de s'étendre sur 4000 km jusqu'à l'état le plus proche, la Californie, elle n'en fait que 24, du nord-ouest du centre-ville d'Honolulu jusqu'à la base militaire de Pearl Harbor toute proche, puis jusqu'à la base du corps des marines à Hawaï. Voilà. Malgré ça, sa construction a quand même coûté un colossal 1,2 milliard d'euros, soit 74 millions d'euros par kilomètre. Sérieusement. En 1960, quand la route a été autorisée pour la première fois, les gens n'étaient pas contents. Non seulement elle devait raser un nombre énorme d'arbres, mais il y avait aussi des temples sacrés et des terres funéraires dans la zone, extrêmement importants pour les Hawaïens natifs. À cause de ça, les gens ont protesté, et pas qu'un peu. Mais les constructeurs ont fini par obtenir l'autorisation légale quand même, et en 1989, ils ont commencé les travaux. 7 entreprises et 8 ans plus tard, elle a finalement ouvert en 1997. Donc, malgré le fait que la H3 ait mis 37 ans et explosé le budget de façon hallucinante, les Hawaïens sont contents? Pas du tout. La construction a détruit de nombreux sites sacrés dans toute la vallée. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de s'approcher de la route de peur d'être maudits par les morts. Du coup, elle est à peine utilisée. Si tu pensais faire une petite balade tranquille dans la campagne hawaïenne, tu ferais mieux de vérifier ta banquette arrière avant de partir. Voilà la vraie autoroute vers l'enfer. Les briseurs de barrages. Mec, parler autant ça donne soif. Parfois, j'aimerais avoir un énorme réservoir pour couvrir tous mes besoins en hydratation. La ville de Los Angeles avait le même problème au début des années 1900. Bon, pas parce qu'ils parlaient trop. Ils avaient besoin d'une réserve d'eau fiable pour répondre aux besoins grandissants de la ville. Du coup, ils ont engagé l'ingénieur civil autodidacte William Mulholland pour concevoir et construire le plus grand barrage voûte au monde. La construction a commencé en 1924 et s'est terminée en tranchement vite en 1926. Situé dans le San Francisco Canyon à environ 64 km du centre de Los Angeles, le barrage de Saint Francis mesurait plus de 213 mètres de long et 56 mètres de haut, assez pour contenir plus de 45 milliards de litres d'eau. Ça fait plus de 18 000 piscines olympiques. Cependant, au fur et à mesure qu'il se remplissait, les failles dans l'expérience de Mulholland, autodidacte, ont commencé à apparaître, littéralement. Plusieurs fuites sont apparues, que l'ingénieur a considérées comme totalement normales, mais en réalité, les fondations du barrage étaient terriblement inadaptées pour supporter un tel poids d'eau. Le 12 mars 1928, seulement 5 jours après que le réservoir ait atteint sa capacité maximale, l'énorme mur de béton a cédé, envoyant les 45 milliards de litres d'eau foncer vers l'océan Pacifique. Après seulement 5 minutes, la vague de 36 mètres avait violemment parcouru 2,4 km depuis le point d'effondrement, détruisant tout sur son passage. Cet événement est devenu l'une des pires catastrophes d'ingénierie de l'histoire des États-Unis, détruisant 1000 maisons et laissant au moins 431 personnes dormir avec les poissons. Et bien qu'il ait été innocenté de toute faute, Mulholland n'a plus jamais retravaillé. Ville abandonnée. J'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Mon voisin sautait sur son lit pendant des heures. Si seulement je vivais quelque part de calme, seul et tranquille. En fait, je crois que je connais l'endroit parfait. Le projet Xianyun International est en développement de 7,3 km² à Xiqiayong en Chine. Et il est complètement vide. Sur plusieurs années, les promoteurs ont dépensé un énorme 2,8 milliards d'euros pour créer une nouvelle super communauté résidentielle haut de gamme. Mais quand le PDG de l'entreprise de construction a été arrêté en 2014 pour corruption de responsables d'État, la société est entrée en crise et a accumulé des milliards d'euros de dettes. Ils ont été forcés de déclarer faillite et Xianyun a été saisi par le gouvernement, laissant des milliers d'acheteurs déjà engagés complètement perdants. Aujourd'hui, l'immense ville est étrangement vide, comme une ville fantôme. Et même si les bâtiments et statues de style européen ont l'air super de l'extérieur, l'intérieur raconte une toute autre histoire. Sérieux, regarde ce centre commercial. Une entreprise a montré de l'intérêt pour reprendre cette ville ratée, mais il va falloir sortir un paquet de fric pour sauver cet endroit. C'est dommage, si ça avait marché, ça aurait été un endroit vraiment incroyable où vivre.
Et soit dit au passage, je connais un endroit encore plus incroyable, ma chaîne YouTube. Clique juste sur les boutons j'aime et s'abonner et tu ne rateras plus jamais une seule de mes vidéos incroyables. Allez, on reprend. Data Skelter. Je déteste être coincé dans les embouteillages. Quelqu'un doit se dépêcher d'inventer un téléporteur, comme ça je serai plus jamais bloqué aux heures de pointe. Bon, la Chine a peut-être trouvé la meilleure alternative. Le mot-clé étant peut-être un peu compliqué. Le système de pont HZMB a réduit le temps de transport entre 3 villes les plus peuplées du monde, Hong Kong, Zhuhai et Macao, de 4 heures à seulement 30 minutes. C'est la plus longue traversée maritime au monde avec plus de 55 km de long. Ce qui veut dire qu'il pourrait traverser toute la largeur de Los Angeles et il resterait encore du pont. Incroyable. Alors où est le piège? Eh bien, vu que tout ça a coûté un énorme 17,5 milliards d'euros, on pourrait penser que c'est bien utilisé. Mais presque personne ne l'emprunte. Il faut un permis de traverser et c'est presque impossible d'en obtenir un. Bizarre. Seuls les investisseurs high-tech, les grands universitaires, les politiciens ou les philanthropes sont même considérés pour le permis. Et ton véhicule doit être enregistré dans les 3 villes. Et même là, la limite quotidienne de demande n'est que de 400. Ouais, c'est ultra radin. On dirait qu'ils font tout pour empêcher les gens de traverser. Certains pensent qu'à cause du problème de surpopulation à Hong Kong, ils essaient de limiter le trafic entrant dans la ville. Mais si c'est le cas, pourquoi passer 9 ans et près de 17,7 milliards d'euros à construire tout ça juste pour empêcher les gens de l'utiliser? Ça paraît louche. T'en penses quoi? Dis-moi en plus en commentaire si le sou. Arrête de faire le cheval. Est-ce que tu as déjà rêvé qu'on construise une énorme statue de toi après ta mort? Monsieur Bartholomew Egbert Amazed, créateur des meilleures vidéos YouTube. Ouais, ça sonne bien. Eh bien, une statue dans le comté de Custer dans le Dakota du Sud pousse ce concept à l'extrême. En 1877, le héros de guerre amérindien Crazy Horse a mené le peuple Lakota au combat pour protéger leurs terres du gouvernement fédéral. Mais il a été mortellement blessé. 62 ans plus tard, en 1939, le chef Lakota Henry Standing Bear a changé le sculpteur américano-polonais Kozak Ziolowski, qui avait déjà travaillé sur le mont Rushmore voisin, de sculpter l'image du héros dans la montagne Thunderhead. Avec un tel CV, rien ne pouvait mal tourner, non? Eh bien, les plans originaux de Kozak prévoyaient une statue de 195 mètres de long et 171 mètres de haut, recouvrant toute la montagne et ressemblant à peu près à ça. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et voilà ce qu'on a réellement. Le visage est la seule partie terminée. Et ça n'a été achevé qu'en 1998, soit 50 ans après que Korczak ait commencé. Et depuis, il n'y a pratiquement eu aucun progrès. Même si Korczak lui-même a travaillé sans relâche pour essayer de la terminer, après sa mort, sa famille a repris le flambeau. Et ils étaient loin d'être motivés. Malgré des millions d'euros récoltés en dons et en frais touristiques grâce au monument inachevé, ils ont très peu avancé dessus. Encore pire, la montagne Thunderhead était un site funéraire sacré. Détruire la terre que Crazy Horse est mort en protégeant va totalement à l'encontre de tout ce qu'il représentait. Le peuple Lakota semble avoir été mis de côté pour un projet égocentrique et lucratif des Ziolowski, c'est ça? C'est vraiment abusé. Mais dis-moi ce que t'en penses en commentaire, juste sous la vidéo. Stade silencieux. Avec 3,5 milliards de supporters à travers le monde, on peut dire sans se tromper que le football est le sport le plus populaire sur Terre. Donc, en 2014, quand le Brésil a accueilli la prestigieuse Coupe du Monde, ils ont décidé de construire plein de nouveaux stades pour impressionner les spectateurs du monde entier. Mais un stade en particulier a laissé les fans perplexes. Dans la ville de Manaus, en pleine forêt amazonienne, l'Arena de Amazonia, bien nommée, est peut-être le pire endroit pour construire un énorme stade de foot. En fait, il n'y a aucune route reliant Manaus à la côte. Et c'est là que les matériaux de construction étaient livrés. Du coup, tout a dû être transporté par le fleuve Amazon, ce qui a coûté une fortune. Ensuite, pendant la construction, les températures brûlantes de la forêt tropicale ont été trop extrêmes pour la pelouse, qui est devenue marron et est morte. Face à ça, les organisateurs ont carrément peint le terrain en vert. Pas vraiment ce qu'on attend d'un stade à 280 millions d'euros, non? Mais sa vie après la Coupe du Monde est encore plus triste. L'équipe la plus performante de Manaus, le Nacional, évolue en 5e division du football brésilien. Donc même s'ils utilisent le stade, l'affluence dépasse rarement les 3000 spectateurs. Une toute petite fraction de la capacité totale de 44 300 places. Ils n'ont littéralement aucun public, à part quelques concerts chrétiens organisés ici de temps en temps, l'endroit reste plutôt vide. Et franchement, je pense que même là-haut, on dirait que c'est un énorme gâchis. Des mecs à se poser des questions. La course à la robotique s'est vraiment accélérée ces dernières années. On a vu le bon, le mauvais et carrément le bizarre. Mais ce costume géant de Gundam à Yokohama au Japon est peut-être le plus ridicule de tous.
Basé sur le mecha RX-78-2 de la célèbre série animée Gundam, le modèle à l'échelle mesure un énorme 18 mètres de haut. Alors je dis pas, faire bouger un robot de 25 tonnes de la taille de 3 girafes, c'est pas simple. Mais bon, je compterai pas vraiment sur ce Gundam pour protéger la Terre d'une invasion extraterrestre comme dans la série. À part faire quelques pas super lents en avant et se mettre à genoux comme une grand-mère fatiguée, il ne fait pas grand-chose. C'est juste une grosse attraction touristique brillante. Donc, si t'es pas fan de Gundam, ça paraît quand même assez inutile. Même si le prix officiel n'a pas été révélé, une statue de la taille similaire à Tokyo a coûté environ 93 000 €. Mais celle-là ne peut bouger que la tête, alors que le Gundam de Yokohama peut bouger tout son corps. Et ça veut dire une facture bien plus salée. Franchement, ça me vend pas du rêve, mais bon, les fans ont l'air contents, alors qui suis-je pour juger ? Tu vas payer. Que tu aimes ou non le président Donald Trump, il faut reconnaître qu'une de ses promesses lors de l'élection de 2016 ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Tu vois, le renforcement du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce nouveau mur devait faire 1600 km de long, entièrement en beau béton massif, et le Mexique devait payer la facture énorme de 7,4 à 11 milliards d'euros. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Pour l'instant, le mur fait seulement 724 km de long, soit moins de la moitié de ce qui avait été promis, et seulement 76 km sont réellement nouveaux. Le reste, c'est juste l'ancien mur renforcé avec des barrières en acier, ce qui, comme tu peux le voir, n'est pas vraiment efficace pour empêcher les gens de passer. Il a même pas transpiré. Mais si t'es un pro d'escalade, t'inquiète, il y a des endroits bien bas où tu peux juste enjamber tranquille, et hop, te voilà vers le pays de la liberté. Certaines parties récentes ont été tellement mal construites qu'il suffit d'attendre qu'elles tombent toutes seules. Sérieux. Pour l'instant, ce projet complètement absurde a coûté environ 14 milliards d'euros. Ça fait presque 297 millions d'euros par nouveau kilomètre construit. En plus, certaines estimations disent que les coûts d'entretien annuels pourraient monter jusqu'à 26 milliards d'euros. Ah, et pour ce qui était du Mexique qui devait payer, eh bien, ils n'ont pas lâché un centime. Tout a été payé par le contribuable. Sérieux. Ça me rappelle ce rendez-vous où mon date avait commandé un steak à 140 € avant de se rendre compte qu'elle avait oublié son sac. Donc j'ai dû payer. Ouais, trop drôle, hein. 1 heure de puissance. Si je procrastine, je bosse 15 minutes max avant de me lasser. Si je procrastine, je bosse 15 minutes max avant de me lasser. Mais ça, c'est rien comparé aux échecs de la centrale nucléaire de Monju dans la préfecture de Fukui au Japon. Depuis son autorisation en 1983, elle n'a produit qu'une minuscule heure d'électricité. 1 heure en plusieurs décennies. Je mets plus de temps que ça à me réveiller le matin. Monju est un prototype de réacteur sur générateur. En bidouillant le processus de réaction, les ingénieurs espéraient que la centrale pourrait recycler le combustible nucléaire usé pour produire encore plus d'énergie, rendant la production beaucoup plus efficace. Sur le papier, ça avait l'air génial, sauf que ça a été tout sauf efficace. Des défauts majeurs ont été découverts sur 14 000 composants différents, dont certains contrôlaient des systèmes de sécurité critiques. Aïe. En 1995, un incendie s'est déclaré, que le personnel a tenté de cacher en modifiant les images de surveillance. Double aïe. Et en 2010, une machine de rechargement de 3 tonnes est tombée dans la cuve du réacteur et a été tellement endommagée qu'elle ne pouvait même plus passer par l'ouverture. Sérieux, une vraie succession de galères. Et pourtant, la centrale a continué tant bien que mal. Mais en 2011, une catastrophe nucléaire a frappé Fukushima lorsqu'un tsunami a touché la centrale et provoqué une fuite radioactive. Après ça, l'opinion publique s'est complètement retournée contre le nucléaire, surtout contre Monju, qui avait déjà englouti près de 11 milliards d'euros d'argent public sans aucun résultat. 5 ans plus tard, en 2016, elle a été définitivement fermée et autorisée à être démantelée. Mais devine quoi ? Ça va durer jusqu'en 2047 et coûter encore 3,1 milliards d'euros. Donc au final, on a un désastreux exemple de 14 milliards d'euros pour 60 ans de comment ne pas construire quelque chose. Ah, et si tu te demandais d'où vient le nom, Monju, il vient d'une divinité bouddhiste de la sagesse. Ouais, belle ironie, hein. Côte fantôme. Ces derniers temps, j'essaye de vivre de manière un peu plus écolo. Je recycle, je donne mes vieux trucs et j'ai arrêté de faire des feux à l'essence dans mon jardin. Mais certains pays comme la Malaisie ont du mal à mettre en place des changements environnementaux. Annoncé en 2006, Forest City en Malaisie devait être une incroyable modèle de ville du futur, composée de 4 îles artificielles au large des zones humides côtières de Johor. Les visuels montraient de superbes tours recouvertes de plantes, des routes sans voiture et des appartements intelligents capables de gérer ta maison sans aucune intervention.
Mais depuis l'ouverture en grande pompe en 2016, ça n'a pas vraiment décollé. En 2019, seulement 15 000 logements avaient été vendus, loin de l'objectif des 700 000. Et à peine 500 personnes y vivaient réellement. Ouais, un peu gênant. En fait, les promoteurs chinois visaient presque exclusivement les citoyens chinois aisés, comme un moyen de placer leur argent hors de Chine. Mais tout s'est effondré quand le gouvernement chinois a imposé un plafond annuel de 46 000 € pour les achats à l'étranger. Ajoute à ça le Covid et une crise politique en Malaisie et tu te retrouves avec une ville fantôme en galère pour trouver des acheteurs. Avec un simple studio à presque 93 000 € et un salaire moyen malaisien inférieur à 10 000 €, les locaux n'ont absolument aucune chance de se le permettre. Mais ce n'est pas tout. Malgré son image de projet écologique, sa construction a causé des dégâts irréversibles aux zones humides protégées au large de la Malaisie. On dit que l'environnement n'a pas de prix, mais ce truc-là en a un. Et c'est un délirant 93 milliards d'euros. Ouais, j'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. Les seuls habitants sont ces animaux en plastique kitsch un peu partout. Franchement, ça donne des frissons. Je suis pas surpris que personne ne veuille vivre ici. Le flop immobilier. Acheter sa première maison, c'est stressant, avec des hauts et des bas. Mais si ton premier bien était dans le projet Lotus Riverside à Shanghai, ça aurait été juste une énorme descente aux enfers. Le 27 juin 2009, l'un des 11 immeubles de 13 étages s'est complètement effondré sur le côté. Heureusement, personne n'y vivait à ce moment-là, mais malheureusement, un ouvrier malchanceux était à l'intérieur en train de récupérer ses outils quand le bâtiment a cédé. Il creusait une fosse pour créer un parking souterrain sous le côté sud de l'immeuble et empiler toute la terre excavée du côté nord. Mais cet énorme tas de terre a modifié la structure du sol, ajoutant une pression énorme sur les fondations en béton. Et elles étaient essentielles pour soutenir le bâtiment. Incapables de supporter cette pression supplémentaire, elles ont cédé et tout l'immeuble s'est renversé. Incroyablement, les 10 autres immeubles n'ont pas été endommagés. Mais tu imagines l'effet domino que ça aurait pu provoquer? Eh bien, les 400 propriétaires des autres appartements, eux, y ont pensé. Et ils ont immédiatement demandé à être remboursés. Résultat, les promoteurs ont dû payer environ 1,9 million d'euros de dommages et ont pris presque 2,8 millions d'euros pour le nettoyage. Ouais, ça doit être le tas de terre le plus cher dont j'ai jamais entendu parler. Costa Fortune. Comme dirait l'un de mes poètes préférés, j'aime les gros bateaux et je peux pas mentir. C'était MC Harbor. Quel mec, hein? Eh bien, ce bateau-là est absolument gigantesque. Enfin, était gigantesque. Voici le Costa Concordia. Un méga paquebot de 103 000 tonnes et 290 mètres de long capable de transporter plus de 4000 personnes. Cet énorme navire est entré en service en 2006 et a coûté la bagatelle de 530 millions d'euros. Mais il n'a même pas tenu 6 ans. Lors de la dernière étape d'une croisière en Méditerranée en 2012, il a heurté un rocher près de la Toscane en Italie et a partiellement chaviré. Le capitaine Francesco Schettino avait dévié de la trajectoire prévue pour effectuer un salut maritime, où le navire s'approche des côtes pour saluer les gens à terre. Sûr de lui, il pensait pouvoir naviguer à vue dans la zone, et a donc désactivé le système de navigation informatique du bateau avant la manœuvre. Mauvaise idée. À moins de 300 mètres du rivage, il a soudain remarqué les vagues dangereuses se brisant sur le récif et a ordonné de tourner. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le navire a bien tourné, et a foncé droit sur un rocher non cartographié au fond de la mer. Malgré les efforts des secours, 34 personnes ne sont jamais revenues à terre. En plus de ces pertes tragiques, il a fallu plus de 2 ans pour renflouer le navire et le remorquer sur près de 320 km jusqu'à Gênes, où il a été démantelé et mis à la casse. Le coût total du nettoyage, du démantèlement et des indemnisations pour les victimes s'élève à environ 1,9 milliard d'euros. Avec ça, tu pourras acheter presque 4 nouveaux bateaux. Ouais, Costa Concordia, on devrait presque dire Costa Infortuna. La grande puanteur. Pour l'architecte Thomas Wilson, vivre dans le Londres des années 1820 était compliqué. Pas à cause de la nourriture ni de la météo, mais à cause de tous les corps qui s'entassaient sans endroit où les enterrer. Ouais. En fait, à partir de 1770, Londres a connu un énorme boom industriel. Donc beaucoup de gens ont déménagé en ville pour travailler. Mais plus de gens, ça veut dire plus de corps à enterrer. Et prévoir assez d'espace pour les cimetières a été complètement négligé. Jusqu'à ce que Wilson trouve une solution vraiment hardcore au problème bien morbide de Londres. Une pyramide géante de la mort. En construisant en hauteur, Wilson pensait pouvoir condenser 4 km² de cimetière traditionnel en seulement 0,07 km², capable de contenir 5 millions de corps. Il avait prévu un sépulcre. Désolé, une pyramide géante de la mort de 90 étages. Le plus grand bâtiment de Londres, le Shard, fait 95 étages, soit un peu plus de 300 mètres. Donc cette pyramide aurait été gigantesque. Chaque côté aurait été recouvert de granit sombre, avec des escaliers menant à un observatoire au sommet. Malheureusement, avec un coût de 730 millions d'euros aujourd'hui, ce projet complètement fou était bien trop cher.
En plus, les Londoniens étaient évidemment contre l'idée d'avoir une pyramide cauchemardesque remplie de corps dominant leur ville. Du coup, la ville a plutôt privatisé des terrains dédiés aux cimetières classiques. Boring, mais bon, je comprends. 5 millions de corps, ça doit pas sentir très bon. Le Big Smoke aurait plutôt été le Big Stink. Capitale corrompue. Cette année, je vais voyager plus. J'ai envie de bien manger, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir des villes stylées. Mais s'il y a bien un endroit où je n'irai pas, c'est la capitale de Naypyidaw au Myanmar. Malgré une superficie 8 fois plus grande que New York, il y a bien moins de 8 fois sa population qui y vit. Ouais, alors où sont tous les habitants? Eh bien, ils n'ont jamais été là. Quoi? Naypyidaw est devenue la capitale seulement en 2005, après que le gouvernement militaire du Myanmar soit devenu parano à l'idée que l'ancienne capitale Yangon soit attaquée depuis la mer. Et oui, Naypyidaw est plus centrale, mais c'est aussi un endroit beaucoup moins attractif pour vivre. Même si elle couvre presque 7800 km², il n'y a qu'un seul lycée, très peu de commerce et quasiment aucun transport en commun. En plus, la plupart des entreprises sont restées dans l'ancienne capitale, donc, sans surprise, les gens n'ont pas envie de s'y installer. Résultat, cette autoroute à 20 voies est presque toujours vide, de manière flippante, comme dans Silent Hill. On comprend vite pour qui cette ville a vraiment été construite. Il n'y a peut-être pas d'infrastructure publique, mais il y a quand même un palais présidentiel de 100 pièces et un complexe parlementaire de 31 bâtiments. Tout ça a coûté environ 3,7 milliards d'euros, soit environ 5% de tout ce que le Myanmar gagne en une année. La population a en gros financé quelque chose de totalement inutile pour elle, juste pour que le gouvernement corrompu garde son pouvoir dictatorial. Donc voilà, clairement tu ne me verras pas faire un tour à Naypyidaw. Temps difficile. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, si t'as assez d'argent, tu peux littéralement partir dans l'espace. Mais notre conquête du cosmos a connu de sacrés ratés en chemin. En 1986, la navette Challenger de la NASA a décollé, mais seulement 313 secondes plus tard, elle s'est désintégrée et a pris feu. Malheureusement, les 7 membres de l'équipage ont péri avec elle. La navette était censée avoir une durée de vie de 10 ans, mais Challenger n'avait volé que pendant 3 petites années. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, les joints théoriques du propulseur droit ont dysfonctionné. Ce sont de petits anneaux en caoutchouc qui assurent l'étanchéité pour contenir d'énormes pressions générées lors de la combustion du carburant. Mais les températures glaciales le jour du lancement ont durci le caoutchouc, empêchant le joint de se former correctement. À cause de ça, au décollage, des flammes ont percé la paroi du propulseur et l'ont arraché du réservoir externe. Ça a fissuré le réservoir, libérant de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide hautement inflammable partout et enflammant toute la navette. Pour couronner le tout, des ingénieurs de la NASA avaient signalé des défauts sur les propulseurs dès 1977, ainsi que les dangers de lancer dans des conditions froides. Mais leurs avertissements ont été ignorés et la navette a quand même été autorisée à voler. À cause de ça, le programme des navettes spatiales a été suspendu pendant les 3 années suivantes, et franchement, c'était mérité. En valeur actuelle, la construction de Challenger plus les coûts liés à la catastrophe s'élèverait à environ 14 milliards d'euros au total. Franchement, j'imagine que plein de leçons ont été tirées de cette tragédie, mais purée, c'est une erreur qui coûte cher. Ah, on y est arrivé. Je leur ferai même pas confiance pour me faire un sandwich, alors construire quoi que ce soit? Alors, lequel de ces méga projets aurait pu être un méga refus? Dis-le moi en commentaire juste en dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.